Il est 19 h. Yarana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Voici les titres. Le gardien de prison qui avait fumé de l'ice avec un détenu ne pourra plus jamais exercer la fonction. Le trentenaire a écopé de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. En Polynésie, aucune réglementation n'encadre la sécurité dans les piscines privées familiales. Comme dans l'Hexagone, la loi prévoit des sanctions pénales sévères. Car même si les noyades sont rares, elles existent. Les producteurs de vanille de Ta'a appellent le gouvernement à mieux légiférer la vente de vanille pour mettre fin aux vols à répétition dont ils sont victimes. Chaque année, ce sont des centaines de kilos qui sont dérobés par des personnes peu scrupuleuses. La directrice de l'Epic Vanille nous en dit plus sur ce souhait. Emma Maraya répondra à nos questions en direct depuis Ta'a. Le concours national de la résistance et de la déportation permet aux élèves de connaître une icône française de la résistance, Jean Moulin, un résistant français à l'occupation allemande de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Après 2 de ses collègues placés en détention provisoire pour trafic d'ice il y a 10 jours, c'est au tour de Pierre, surveillant pénitentiaire 36 ans, d'être jugé en comparution immédiate pour le même crime. Sauf que cette fois, la scène a été filmée par le détenu avec qui il a consommé la drogue dans une cellule de la prison de Tatoutou. Le prévenu dit avoir perdu le contrôle. Il affirme également avoir été piégé. Compte rendu d'audience avec Natacha Silagi et Laura Chintu. Cette fois, c'est Pierre qui est jugé et qui pleure dans les bras de sa mère. Un fonctionnaire d'État sans histoire qui a sombré dans la dépression et dans la drogue. Où va-t-on si les surveillants se mettent à fumer de l'ice avec les détenus? Les mots du juge, 10 jours après le placement en détention provisoire de 2 surveillants pénitentiaires pour trafic de stupéfiants dans l'enceinte de la prison de Tatoutou. L'accusé a lui en plus été filmé. Un piège, selon la défense. Lorsque la scène se déroule, il est filmé de manière très précise et avec un téléphone qui est orienté vraiment vers là où il se trouvait. Et quelques secondes après son départ, la vidéo s'arrête, donc on comprend bien que l'auteur du film savait ce qu'il faisait. L'accusé assure qu'il n'avait jamais consommé de drogue il y a encore 6 mois. Le détenu avec lequel il a fumé de l'ice est décédé en détention il y a 15 jours. Le fléau qui ronge la Polynésie est entré sans faire de bruit en prison. Ce qui me préoccupe surtout, c'est que quelqu'un qui n'était pas du tout disposé à sombrer à cause de cela, en quelques bouffées d'ail, se retrouve à voir sa vie brisée. Et ça fait extrêmement peur parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'avait aucune appétence pour les stupéfiants il y a quelques mois. L'homme de 36 ans a été jugé coupable. Il est condamné à 1 an de prison ferme et à une interdiction définitive d'exercer le métier de surveillant pénitentiaire. Le condamné et son avocat ont 10 jours pour faire appel de la décision. Les noyades en piscine sont moins fréquentes qu'en mer, mais le risque existe bel et bien. Le tragique accident survenu la semaine dernière à Paia en est la preuve. Dans l'Hexagone, 63% des noyades recensées ont eu lieu dans une piscine privée familiale, et ce, malgré une réglementation stricte. En Polynésie, aucune loi ne régit la sécurité dans les piscines, mais pour pallier les drames, des systèmes de sécurisation existent. Les détails avec Caroline Fary et Jérôme. On ne peut pas se reposer sur une protection piscine en disant c'est bon, je laisse mes enfants sans avoir un œil dessus. Ce pisciniste en est conscient. Première cause de mortalité par accident de la vie courante sur les 1000 noyades recensées en moyenne en France chaque année. Plus de 60% surviennent en piscine privée et concernent les enfants âgés de moins de 6 ans. Si la loi française oblige les propriétaires à sécuriser leur bassin, en Polynésie, en l'absence de réglementation, rares sont les usagers à s'équiper. On est surpris, donc surtout par rapport à ce qu'il y a en métropole, donc les obligations qui sont en vigueur et qui sont très contrôlées aussi. Ici, donc, non, on est sans réglementation et malgré tous ces malheurs qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore fait réagir. Donc, je pense que la réglementation au niveau de la sécurité d'une piscine, à mon avis, doit être obligatoire.
Pour éviter le pire, des solutions existent. Alarmes sonores, détecteurs de mouvement ou couvertures électriques sont commercialisées, mais peu fiables. Rien de tel que la bonne vieille barrière physique. Ici, moi, je l'avais barricadé avec des barrières pour jardin, pour les animaux, etc., que j'ai sécurisées à tous les endroits. C'est primordial, j'ai eu 3 enfants, j'ai jamais eu d'incident et j'ai toujours fonctionné comme ça. L'investissement n'est pas donné. Environ 9 000 francs le mètre linéaire pour ces barrières amovibles. Quel que soit le moyen choisi, la meilleure protection demeure encore l'apprentissage de la natation et la surveillance accrue des enfants. Et sachez qu'en cas de noyade, la loi française prévoit des sanctions sévères de 5 400 000 francs d'amende à la prison ferme. En Corée du Sud, le sommet des nations insulaires du Pacifique est terminé, mais les représentants des territoires sont restés à l'image du président Moetai Broderson. À l'invitation du maire, ils se sont rendus ce mardi dans la ville portuaire de Busan, à environ 2 heures de train au sud de Séoul, où s'ouvrait une conférence internationale sur la pêche, mais pas seulement, Lucille Guichet. Oui, c'est un petit peu une opération séduction pour le maire de Busan, plus grand port du pays, ville hyper connectée et surtout candidate à l'exposition universelle de 2030. Alors dit comme ça paraît loin, mais c'est un événement qui présente pendant 6 mois les dernières innovations et pour la ville organisatrice, c'est un gage de retombées économiques majeures. Le maire de Busan a déjà commencé à faire la promotion de sa ville depuis le début de cette année auprès de pays africains notamment et presque chaque pays du Pacifique aura une voix qui compte lors du vote en novembre, à l'exception des territoires français que sont la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, la France comptant pour une voix à part entière. Le président Moetai Broderson termine ainsi sa série de rencontres protocolaires en Corée du Sud. Et à l'issue de ce sommet, dans lequel il a été question de coopération partagée et de moyens renforcés entre la Corée du Sud et le Forum des îles du Pacifique, il a été conclu qu'une rencontre entre les membres aura lieu tous les 2 ans. Ce n'est pas un fait nouveau. Les vols de vanille sont un véritable fléau pour les vaniculteurs de Taha. Depuis 3 ans au moins, leurs exploitations sont le théâtre de cambriolages à répétition. Depuis l'an dernier, les enquêtes menées par les forces de l'ordre suivent leur cours, mais impossible de mettre la main sur les voleurs. Vendus à 15 000 francs le kilo, l'or noir de Taha fait des envieux. Les professionnels demandent au gouvernement de leur venir en aide. On en parle justement avec la présidente de l'Epic Vanille, Emma Maraya. Elle est en direct avec nous depuis Taha. Emma Maraya Yorana, merci de prendre le temps de nous répondre ce soir. Avant d'évoquer votre souhait, on se souvient que l'an dernier, le capitaine de la gendarmerie avait réuni tous les acteurs de la filière afin de recueillir des informations pour affiner les enquêtes. Quelles sont les suites de cette réunion? Est-ce qu'il y a eu des interpellations depuis? Il est vrai, d'abord, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les spectateurs sur notre chaîne Polynésie la Première. Les enquêtes continuent toujours, depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où on parle, nous avons toujours ces enquêteurs sur place. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu des interpellations, mais je sais que les travaux continuent et je fais confiance en cette autorité compétente pour trouver ces personnes, ces voleurs de vanille. Alors je le disais, cela fait 3 ans que les producteurs subissent les vols à répétition, même s'il y en a moins cette année par rapport à l'an dernier. Cela dit, depuis 2005, les vols se sont multipliés. Aujourd'hui, vous demandez une modification de la loi de pays qui encadre la filière. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement ? Oui, nombreux sont les producteurs qui demandent maintenant à ce que les ventes de vanille soient faites seulement pendant les jours qui sont prévus dans le calendrier officiel de l'établissement vanille de Tahiti. Il est vrai que dans la loi de pays, les ventes de vanille hors calendrier sont aussi autorisées. Mais seulement, on demande à tous les acheteurs ou négociants de tenir un registre que les contrôleurs pourront vérifier à un moment inopiné. Mais les producteurs, aujourd'hui, demandent à ce que ces ventes ne soient faites que pendant les journées qui sont prévues dans le calendrier de l'établissement vanille. Comme avant, c'est une journée de fête, tout le monde se rassemble, tous les négociants sont là, ils proposent leur prix. C'est
toute la population qui se déplace parce que c'est le jour où ils vont pouvoir avoir une manne et c'est la fin de toute l'année de travail qu'ils ont eue. Est-ce que cette nouvelle... Est-ce que cette nouvelle réglementation permettra, selon vous, aussi une meilleure traçabilité de la vanille? La loi de pays parle déjà de la traçabilité. Par exemple, un producteur de vanille qui vient vendre sa production doit avoir une carte agricole. Un négociant, un préparateur qui vient acheter de la vanille au producteur doit être agréé et donc être titulaire aussi d'un brevet préparateur. Un exportateur, il doit être agréés aussi et ils sont contrôlés à la phase vanille mûre et à la phase de l'exportation. La loi de pays prévoit déjà tout ça. Donc, quand vous demandez à ce que les ventes ne soient organisées uniquement dans le cadre du calendrier prévu par l'EPIC, vous supposez peut-être que des ventes au noir sont organisées avec justement les vanilles qui sont dérobées dans les productions? Voilà. Moi, je suppose que ce sont des préparateurs qui ne sont pas agréés, qui sont acheteurs, ou peut-être aussi des préparateurs à la maison qui vendent aux touristes ou à toutes les personnes ici, chez nous, en Polynésie. Donc, le nouveau gouvernement vient donc de se mettre en place. Est-ce que vous lancez un appel ce soir au ministre de l'Agriculture pour qu'une rencontre ait lieu très rapidement? Oui, incessamment sous peu, nous allons nous voir avec notre ministre de tutelle et nous allons justement parler de tout ça avant qu'il rencontre tous les acteurs de la filière vanille. Merci beaucoup, Emma Maraya, d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Ta'a. On reste aux îles sous le vent. Nous vous en parlions en avril dernier. L'émission de santé des pédopsychiatres n'avait plus eu lieu depuis le début de l'année. La faute à des problèmes administratifs. Le problème est désormais résolu. Une équipe est arrivée à Ayatea pour 4 jours. Une maison a été louée spécialement sur place pour que les agents puissent recevoir les patients chaque jour de 8h à 16h. On écoute ces réactions recueillies par Julien Vescovali. Pour moi, il est vraiment important que cette équipe soit là une fois par mois. Pas seulement pour moi, pour mon bien-être, mais pour les enfants aussi. Cette équipe apporte beaucoup à nos enfants. Le travail qu'ils font avec, pour certains parents, pour moi, c'est très important. Retour à Tahiti, à la Maison du Combattant, une exposition retrace la vie et les engagements de Jean Moulin, un haut fonctionnaire et résistant français. Un rendez-vous avec l'histoire qui résonne opportunément avec le calendrier. Il y a 80 ans, le Conseil national de la résistance naissait et quelques mois après, mourait assassiné le résistant. Un devoir de mémoire auquel adhèrent les élèves, notamment ceux qui participaient au concours national de la résistance. On voit cela avec Stéphane Ratino et Jacques Damour. L'histoire est cette part de lien. Elle réunit les hommes et des visages témoignent d'un héritage et d'une dette morale née de principes. Jean Moulin, le martyr de la résistance, l'engagement de la vie comme offrande à la liberté, la nôtre aujourd'hui. La résistance martyrisée dans des caves hideuses. Regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Chaque année, des élèves portent le témoignage de tous ces résistants, héros ou anonymes. Dans l'obscurité de temps incertains, ils n'ont pas abandonné la lumière des humanités. C'est un devoir de mémoire et rappeler d'où nous venons et ce que nos ancêtres ont fait pour défendre les valeurs de la démocratie. Donc ce sont des valeurs importantes à transmettre à nos élèves. Cette année 2003 est particulière. Elle marque les 80 ans de la résistance unie et du martyre de Jean Moulin. Cette exposition ouverte au public retrace son parcours, des valeurs et l'idée même qui fait l'homme, l'engagement. Ici, des jeunes passent et chaque fois, l'hommage fait aux résistants s'émerveille de son incroyable bravoure. Ils sont surpris par le fait que cet homme a résisté, n'a jamais trahi son courage, son abnégation et des valeurs qui valent plus que sa propre vie.
se dépasser soi-même, voilà, c'est ça, c'est véritablement ça, le courage. Il n'a pas eu peur, il n'a jamais trahi, c'est ce qui est important. Et l'histoire, le sens d'une civilisation. Et l'école est au cœur de la formation de la citoyenneté. Son enseignement est un gage, l'espérance du non-délitement de notre société. L'histoire, une matière qui se respecte, une espérance dans un monde marchand. Étudier ce qui s'est passé en fait avant, mais qui te concerne. L'histoire en fait, par exemple, où tu apprends un peu plus de ta culture, ou même ce qui s'est passé, l'histoire de France, pourquoi on en est arrivé à là et par quels moyens on est arrivé à aujourd'hui. Et tu trouves que les élèves s'intéressent à l'histoire ou pas trop? Ça dépend vraiment des élèves. On va dire qu'il y en a qui sont vraiment à fond sur l'histoire, pour qui c'est la matière la meilleure et tout. Mais il y en a, ils détestent l'histoire. Que le message des grands personnages ne s'éteigne pas, il faut des phares dans des temps incertains, tout ce devoir de mémoire autour de Moulins et des résistants. Un mot de sport. Les rameurs sont invités à célébrer les 20 ans du Trophée de l'Amiral. L'édition aura lieu samedi à Aur Eitinihau. C'est une course de V6 réservée à 8 catégories comme les seniors, les dames, les handisports ou encore les vétérans. Comme l'an dernier, des stands d'information sur les forces armées se tiendront sur place pour le public en marge de l'événement sportif. L'organisation espère atteindre la barre des 90 équipages sur la ligne de départ, car cela fait 2 ans que la course a fait son retour dans le calendrier fédéral de la Fédération tahitienne. L'officier des sports des forces armées nous en dit plus au micro de Jérôme Lee. On est très heureux d'être inscrit depuis 2 ans au challenge, d'inscrire ce challenge de l'amiral au sein de la Fédération tahitienne de VA. Et on attend, j'espère pour ce week-end, une centaine de pirogues comme les autres années. Tous les VA 6 licenciés connaissent ce trophée de l'amiral et sont inscrits auprès de la Fédération tahitienne de VA. Et en parallèle, on a également, nous, des équipes militaires qui vont se confronter aux équipes civiles. On est un petit peu moins fort que normalement, donc on aura une vingtaine d'embarcations et on attend à peu près comme l'an dernier 80-90 embarcations civiles, ce qui représentera à peu près une centaine de pirogues sur le cours d'eau. Vous avez jusqu'au 31 mai à 17h pour vous inscrire. De la musique pour nous évader un peu avant de clore cette édition d'information. La communauté du Christ de Tupuai a organisé ce week-end un concours de musique kaina, de hula et de valse. 7 groupes se sont affrontés dans une ambiance bon enfant. Chacun devait interpréter les 3 styles imposés. Les participants étaient âgés de 10 à 65 ans. Une soirée à laquelle ont participé des centaines de spectateurs, dont certains étaient présents uniquement pour encourager leurs collègues. Ce concours a également permis de lever des fonds pour la communauté du Christ de Tupuai. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce journal, Pierre, surveillant pénitentiaire de 36 ans, ne pourra plus jamais exercer la fonction. C'est le tribunal correctionnel qui vient de décider. Avec cette peine, 2 ans de prison, dont 1 an sous surveillance électronique à domicile. Gardien de prison depuis 2016, il avait été surpris en train de fumer de l'ice en prison avec un détenu en avril dernier. La scène stupéfiante avait été filmée. Votre quotidien s'intéresse demain à l'aéroport de Tahiti avec ce titre « Vinci peut-il récupérer la concession ?» Dans vos écrans ce soir, 2 nouveaux épisodes de la série Cobra, suivis d'un film inédit intitulé « La cité oubliée de Ramsès II, le plus grand pharaon de l'Égypte antique qui a régné plus de 6 décennies. » Merci de votre fidélité, très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.